Chapitre 68. La tentation de l'activisme, suite. On reconnaît que les francs-maçons sont les fils de Satan, parce que, comme lui, ils combattent les dogmes avec la plus grande malice, en utilisant, sans hésiter, le mensonge et la calomnie pour arriver à leur fin. En effet, pour contester les dogmes, ces libres penseurs développent des arguments logiques, et qui défendent des idées dont la base est fausse. Et au contraire, quand ils partent d'un postulat exact, ils lui font subir une série de déviations insensibles pour aboutir à une conclusion erronée préétablie. Mais pour donner le change et laisser croire à une saine émulation des intelligences au sein des loges, qui doivent être perçues par le profane comme des laboratoires de la pensée, des lieux de débat favorisant le pluralisme, les francs-maçons font entendre une multitude de thèses distinctes, censées refléter différentes sensibilités regroupées en obédience. Or, si les raisonnements et les opinions de ces sinistres frères semblent diverger et partir dans tous les sens, ils convergent tous vers le même but, la damnation des hommes, de tous les hommes. Et depuis la création de cette secte abominable, de nombreux papes ont condamné la franc-maçonnerie parce qu'elle est un instrument du diable, même si les leaders de la contre-église post-Vatican II ont prétendu lever l'excommunication qui pesait sur les membres et les sympathisants de cette secte. À propos de l'antagonisme entre l'Église et la franc-maçonnerie, sa sainteté Léon XIII n'hésita pas à écrire « S'agréger avec l'une, c'est divorcer avec l'autre ». Et sa sainteté Pie VI disait des francs-maçons « La fourberie de ces hommes pervers est véritablement indigne. Dans leur cœur, dans leur œuvre corruptrice et néfaste, ils ne sont que les instruments de celui qui eut recours au serpent pour séduire et perdre nos premiers parents. » La grande force de l'arnaque intellectuelle que dispense l'esprit maçonnique, qui est le même que l'esprit conciliaire, procède de la duplicité du double langage qu'elle utilise, comme le font les conciliaires. Les divergences de point de vue des frères maçons, comme celles qu'ont entre eux les conciliaires, si elles semblent opposées, sont complémentaires et nécessaires pour pérenniser l'ouvrage global, le fameux grand œuvre maçonnique. Car il faut faire entendre des voix dissonantes pour garder le contrôle en proposant des solutions alternatives qui, par des chemins détournés, conduisent de toute manière au même endroit, l'enfer. Edmund Burke, par exemple, constatant que l'œuvre législative française était fondée sur des idées théoriques et intemporelles, alors que les réformes doivent toujours être motivées par un contexte spatio-temporel, dénonça dès le début de la Révolution maçonnique française son caractère dangereusement utopique. Son constat lui fit prédire l'inévitable dérive totalitaire de la Révolution française avant même que la terreur ne se soit abattue sur la France. Il lui fut alors reproché une certaine contradiction dans son attitude de rejet de la jeune démocratie française, car Edmund Burke avait soutenu la Révolution américaine. Cependant, Edmund Burke soulignait seulement l'impasse vers laquelle les idéologues des Lumières précipitaient la France par leur obsession démentielle d'égalité, impliquant le rejet de corps intermédiaires entre l'État et l'individu. Or, la nécessité des corps intermédiaires pour qu'une démocratie puisse fonctionner, Aristote l'avait démontré 3 siècles avant notre ère, avec une clairvoyance et une logique du raisonnement totalement opposées aux idéaux maçonniques des Lumières. Le philosophe grec avait en effet mis en avant que le principe du gouvernement démocratique, c'est la liberté. Et selon lui, le premier caractère de la liberté, c'est l'alternative du commandement et de l'obéissance. Dans la démocratie, le droit politique est l'égalité, non pas d'après le mérite, mais suivant le nombre. Or, de ce droit politique inhérent à la démocratie découle un inconvénient majeur, que le philosophe Nicolas Berdiev décrit très bien. La démocratie ignore la vérité. C'est pourquoi elle abandonne la découverte de la vérité au suffrage de la majorité. Il n'est possible de reconnaître le pouvoir quantitatif, de vénérer le suffrage de la multitude, qu'à la condition de ne pas avoir foi en la vérité, d'ignorer la vérité. Celui qui a foi en la vérité et qui connaît la vérité ne l'abandonnera pas aux violences de la majorité quantitative. Pourtant, dans une démocratie, c'est exactement ce que l'on demande aux citoyens. Au nom du consensus,
Ils doivent accepter le choix de la majorité, en dépit de la vérité, en dépit du bon sens, et même en dépit du bien commun. Parce que, comme l'a écrit Aristote, en démocratie, le droit politique est l'égalité suivant le nombre, ce qui confère la force du droit à la majorité, dont les décisions deviennent légitimes, qu'elle ait tort ou raison. Aristote précisait au sujet de ce constat arithmétique que cette base du droit une fois posée, il s'ensuit que la foule doit être nécessairement souveraine et que les décisions de la majorité doivent être la loi dernière, la justice absolue. Car on part de ce principe que tous les citoyens doivent être égaux. Et il en concluait avec la plus grande logique, aussi, dans la démocratie, les pauvres sont-ils souverains à l'exclusion des riches, parce qu'ils sont les plus nombreux, et que l'avis de la majorité fait loi. Mais il faisait ensuite remarquer que le second caractère de la liberté, c'est la faculté laissée à chacun de vivre comme il lui plaît. C'est là, dit-on, le propre de la liberté, comme c'est le propre de l'esclavage de n'avoir pas de libre arbitre. Fort d'avoir défini ce qui, selon lui, constituait les deux caractères de la liberté, l'alternative du commandement et de l'obéissance, ainsi que la faculté laissée à chacun de vivre comme il lui plaît, Aristote fit ensuite remarquer que l'égalité veut que les pauvres n'aient pas plus de pouvoir que les riches, qu'ils ne soient pas seuls souverains, et que tous le soient, dans la proportion même de leur nombre. On ne trouve pas de moyen plus efficace de garantir à l'État l'égalité et la liberté. Or, comment garantir, au nom de l'égalité et de la liberté, que les pauvres n'aient pas plus de pouvoir que les riches, si l'on considère les individus strictement comme des unités? La révolution américaine, qu'Edmund Burke soutenait, avait débouché sur une démocratie tempérant l'idéologie égalitaire des citoyens par l'existence de grands électeurs. Du point de vue du franc-maçon, ces intermédiaires permettaient de transformer la société en douceur, en protégeant, au moins en apparence, les libertés des différentes classes sociales. Alors que la démocratie française et son refus de tout intermédiaire entre le citoyen et l'État reposaient sur l'axiome absurde de la stricte égalité des citoyens, sans tenir compte de l'importance réelle des classes sociales et des corps constitués dont la jeune démocratie française voulait se débarrasser, comme si ces groupes sociaux portaient atteinte à l'égalité, à la liberté et à la fraternité, ainsi qu'à la souveraineté de l'État. En France, réduire les individus à une simple équivalence arithmétique, présupposant d'une invraisemblable interchangeabilité des hommes, deviendrait à long terme la base idéologique et la seule conception acceptable de l'égalité et de la liberté républicaine. Mais Edmund Burke dénonça-t-il que le concept lamentable, erroné, insane même d'égalité est un terrible vecteur de nivellement par le bas, parce qu'il se développe au détriment de la liberté de s'élever spirituellement? Pointa-t-il du doigt que proclamer l'égalité des hommes pour garantir à tous les concepts frelatés de liberté d'expression, de liberté de conscience, de liberté d'opinion, de liberté sexuelle et de liberté religieuse ne sert qu'à légiférer contre la seule véritable religion au nom de grands idéaux creux dépourvus de toute réalité effective? Non, bien sûr. Il ne dénonça pas non plus l'évidence qu'exalter les droits de l'homme permettait surtout de dire à l'homme d'oublier ses devoirs envers Dieu. Edmund Burke parla du problème, mais y opposa de fausses solutions. Et s'il hébergea l'abbé Baruel, qui fuyait les persécutions, et le félicita quand il publia ses écrits antimaçonniques, en était-il pour autant un soldat de la Cité du Christ? Ou ne servait-il pas plutôt les intérêts de la Révolution en laissant supposer que la Révolution était nécessaire, même si en France elle était pour l'instant mal servie par des idéalistes sanguinaires? M. Burke ne condamnait pas vraiment la Révolution française. Il trouvait seulement que la méthode employée n'était pas pertinente. Pour cet Irlandais, les États généraux auraient dû suffire à dégager les éléments d'une constitution française, reflet de la monarchie constitutionnelle anglaise instaurée en 1689. Et même si dès 1790 Edmund Burke annonçait la terreur à venir, il ne remettait ni en cause la Révolution ni la démocratie.
Il affirmait seulement que la Révolution française ne pouvait se perpétuer que dans le terrorisme et la dictature, parce que la France avait refusé le bicamérisme, organisation politique qui, selon lui, par la division du Parlement en deux chambres distinctes, l'une élue par le peuple au suffrage direct et l'autre élue au suffrage indirect par des grands électeurs, représentants d'entités territoriales, limiterait les effets désastreux du suffrage censitaire. Pourtant, le suffrage censitaire opérait un tri des électeurs, et il était loin d'être aussi néfaste que le suffrage universel, qui découle de la vision française de l'égalité des citoyens. Le suffrage universel est de loin le pire système démocratique jamais inventé. Il conduit immanquablement à la démagogie. La masse électorale étant généralement constituée d'un ventre mou qui n'a ni culture, ni moralité, ni aucune vision politique claire, mais se laisse influencer par ses sentiments, ses impressions, ses envies du moment et ses a priori. Georges Clemenceau eut un jour ces mots au sujet du peuple supposé se gouverner. Je prie qu'on me le montre, le gouvernement du peuple, et qu'on me dise où, comment, en quel lieu il se manifeste. Ce qu'on appelle le peuple, pour la commodité du discours, c'est apparemment la mobile masse des intérêts changeants qui flotte au vent des préjugés, des rêves ataviques, des passions, des espérances. Qui oserait prétendre que ce peuple-là gouverne et jamais gouverné?